l'impression que, ce que j'ai à vous dire par rapport aux grandes institutions que sont la justice, l'armée ou les hôpitaux, j'avais un peu l'impression de jouer dans la petite cour. Et puis, deuxième impression, mais ça je l'avais déjà prévu de le dire comme deux ou troisième remarque dans mon introduction, mais je le dis en première remarque, ça m'a sauté aux yeux que l'Église, malgré tout ce qu'on peut dire sur son aspect centralisé, l'unité de base de l'Église, c'est vraiment pas le pays, la nation, l'État, c'est le diocèse. Hein, et donc c'est l'un des éléments que je vais développer. Alors, sur ce qui m'a été, puis aussi peut-être pour corriger peut-être un petit peu la présentation, mon lien avec les hôpitaux est quand même très très ténu. C'était pas tout à fait le comité d'éthique, c'était le CCPPRB, mais je crois que ça a changé d'appellation depuis que je l'ai quitté. Et puis la formation, c'était comment on appelle les infirmiers qui passent les cadres soignants, c'est ça, dans le cadre d'une matinée annuelle. Donc c'est quand même très très modeste. Donc ce qui m'a été demandé, l'adaptation de la carte diocésaine. Et donc, vous n'avez pas osé mettre le mot « et efficience ». Vous m'avez dit en préparant. Mais on verra tout à l'heure, peut-être que ce n'était pas totalement absent. Et alors, ce titre, déjà, je trouve, on peut l'entendre de deux manières. D'une part, au niveau de la France entière, la carte des diocèses de France, hein, donc je dirai un petit mot, mais ça sera peut-être le plus bref dans mon intervention, une réorganisation il y a quelques années de la carte des diocèses de France, et on peut l'entendre aussi comme la carte des diocèses en France. Et donc là, avec un effet de zoom davantage sur tout ce qui s'est passé, notamment dans les années 90-2005, ce qui s'est passé dans un certain nombre de diocèses sur la réorganisation des paroisses. Donc tout d'abord, et vous me demandiez de présenter un peu plus ce qu'est la Conférence des évêques de France. Alors la Conférence des évêques, c'est une institution qui a été mise en place dans tous les pays après le Concile pour vivre davantage une collégialité entre les diocèses d'une même région. Il se trouve que dans la plupart des régions du monde, ça correspond à un pays. Et donc la Conférence des évêques de France, c'est l'assemblée de tous les évêques de France, évêques qui sont titulaires, donc les évêques d'un diocèse, ou les évêques auxiliaires, lorsqu'il y a des évêques auxiliaires dans un diocèse. Donc en France, la Conférence des évêques, c'est autour de 110, 115 évêques, et l'instance première, ce sont les deux assemblées plénières qui se réunissent à Lourdes en novembre et au printemps, et qui est le lieu décisionnel. La conférence des évêques s'organise aussi après par différentes commissions, puis un conseil permanent qui se réunit tous les mois, et c'est aussi pour cela que vous n'avez pas pu avoir un archevêque à votre séminaire, puisqu'ils sont en réunion aujourd'hui à Paris avec le conseil permanent. Donc la conférence des évêques, avant 2002, peut-être tout d'abord, il faut souligner que la carte des diocèses en France remonte après la Révolution, puisque ça correspond à la carte des départements, grosso modo. Un diocèse, c'est un département. Il y a quelques diocèses qui font deux départements. Le diocèse de Poitiers, par exemple, les Deux-Sèvres et la Vienne. Le diocèse de Strasbourg, l'archidiocèse de Strasbourg a les deux départements d'Alsace, puis quelques autres comme ça. Et puis, il y a au moins, de mémoire, un département qui a deux diocèses. Le département du Nord a deux diocèses, diocèse de Lille et diocèse de Cambrai, puisque c'est un département important. Mais donc la carte des diocèses correspond à la carte des départements. Il y a peut-être du côté de Montbéliard, et puis du côté de Reims, il y a des parties de départements qui sont coupées en plusieurs diocèses. Donc c'est 95 diocèses. L'Île-de-France, jusqu'en 68, puisqu'ils ont fêté l'année dernière leur 40e anniversaire, il y a eu en 68, il y a eu la création de 4 nouveaux diocèses dans l'Île-de-France, hein, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Essonne et Hauts-de-Seine. Hein. Alors avant le Concile, cette conférence des évêques n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelait l'ACA, l'Assemblée des cardinaux et archevêques. C'était le seul lieu de concertation
entre les évêques de France. Donc dans la lignée du Concile Vatican II, donc les années 62-65, le Concile, il y a eu l'un des axes, ça a été la mise en place d'une collégialité, donc d'un meilleur relais entre le siège de Rome et chaque évêque, puisqu'avant c'était un petit peu, il n'y avait pas d'intermédiaire. Alors on m'a demandé d'avoir une parole libre. Certes, les conférences des évêques ont mis en place cette collégialité. Un certain nombre d'évêques aujourd'hui disent qu'elle n'est pas tout à fait encore mise en œuvre. Et vous avez pu voir que dans l'actualité récente, certains présidents de conférences des évêques ont regretté de ne pas avoir été assez informés de certaines décisions. Donc une collégialité qui se cherche, et c'est peut-être un des sujets qui sera pris lors d'un synode à Rome des évêques. Cette collégialité, donc au niveau de la Conférence des évêques de France, s'est mise en place peu à peu dans les années 60-70 et avait conduit à constituer 10 régions apostoliques. Vous les voyez sur la carte, 10 régions apostoliques. Donc par rapport aux 22 régions administratives, ça faisait des régions apostoliques beaucoup plus importantes. Chaque région élisait son président, donc un évêque était élu président de cette région apostolique. C'était un changement par rapport au fait d'avant où il y avait un certain rôle, restreint à vrai dire, mais un rôle des archevêques. Les structures de la conférence avaient mis en place aussi un certain nombre de commissions au niveau national, 15 commissions, et le principe était que dans chaque commission, il y ait un évêque de chaque région. Donc 15 commissions, ça faisait 150 évêques. Donc comme il y en a avec 115, ça obligeait soit certains évêques à être dans 2 commissions, soit de demander à des vicaires généraux, ce qui, à l'expérience, était une structure assez lourde. Et donc, depuis il y a une quinzaine d'années, les évêques ont souhaité alléger le fonctionnement de leur conférence et diminuer le nombre de régions apostoliques pour faciliter aussi, avoir des régions plus restreintes et faciliter des collaborations plus faciles au niveau territorial entre diocèses voisins. D'où, en 2002, la réforme de la carte nationale et on est passé à 15 provinces. 15 provinces, ce qui fait que il y a eu, je redirai ça après, donc 15 provinces. Il faut dire que cette réforme était jointe aussi à un désir de Rome, c'est là qu'on trouve peut-être aussi le côté centralisateur de l'Église, un désir de Rome de redonner du poids aux archevêques. Et je sais que ça a été un débat entre les évêques, tout le monde n'était pas d'accord dans la nouvelle carte et surtout dans la manière de fonctionner, puisque avant le président des régions était élu par les évêques, et là on remettait en valeur le rôle de l'archevêque, et l'archevêque il est nommé par le pape, il est nommé par Rome. Donc ça donnait aussi du pouvoir à Rome de choisir les archevêques et de mieux contrôler d'une certaine manière le fonctionnement de la conférence des évêques. Donc il y a eu des archevêchés qui ont retrouvé leur place, par exemple Rennes. Rennes était déjà historiquement un archevêché. Et puis, il y a eu la création de nouveaux archevêchés. C'est ceux qui sont, si vous le voyez peut-être pas du fond, ceux qui sont encadrés et soulignés. Et de temps en temps, il y a des changements, parce que sur cette carte qui date déjà de 2 ou 3 ans, vous voyez que dans le département du Nord, les 3 diocèses, Lille, Arras, Cambrai, c'était la province de Cambrai. Le diocèse de Lille est plus important et donc ça a été changé il y a 1 an. Maintenant, c'est la province de Lille. C'est Lille qui est le siège de l'archevêché. Peut-être pour petite information, parce que vous entendez peut-être parfois parler des diocèses avec plusieurs noms, c'est qu'il y a toujours un reste historique des anciens diocèses de l'Ancien Régime. Diocèse de Rennes, par exemple, c'est diocèse Rennes, Dole et Saint-Malo. Donc il y a un certain nombre. Diocèse de Soissons, c'est Soissons, Quentin, Saint-Lans et Lens, Saint-Quentin. Donc ça, c'est des restes de l'Ancien Régime. Voilà donc pour la réforme administrative et puis autre fonctionnement. Donc les évêques ont souhaité alléger leur fonctionnement entre évêques au niveau des commissions. Alors ils ont créé davantage de commissions, mais dans lesquelles ils sont beaucoup moins nombreux, puisqu'il y a certaines commissions au Conseil, moi je suis dans plusieurs commissions, où ils sont que 3 évêques. Donc chaque commission suit un dossier particulier, soit les prêtres, soit la vie religieuse, soit la liturgie, la catéchèse. Donc c'est la conférence qui délègue 3-4 évêques sur un dossier particulier. Le but de cette réforme, ça a été de favoriser un travail de proximité entre évêques et surtout, et alors ça je crois que c'est là que ça touche peut-être un peu vos réflexions,
de remettre en valeur le rôle de chaque évêque dans son diocèse. C'est un refrain que, depuis que je suis à la conférence, depuis 3 ans, que j'entends beaucoup. Moins de structures nationales, moins de services nationaux qui donnent des directives dans les diocèses pour redonner du poids à l'évêque dans son diocèse. C'est là qu'on voit que l'unité de base de l'Église, c'est bien le diocèse et non pas au niveau du pays. Pendant qu'on est sur cette carte, peut-être une autre petite remarque. Il y a des diocèses qui ont des difficultés aussi à trouver les moyens au niveau des personnes ou même au niveau des finances. La question, des fois, se pose, est-ce qu'on va aller vers une refonte de la carte des diocèses? Et la question vient de temps en temps, mais honnêtement, elle a jamais vraiment été à l'étude. Je pense à des petits diocèses comme Tulle, où je voyais l'autre jour l'évêque de Châlons en Champagne, qui a vraiment très très peu de moyens, mais c'est la réaction est de dire c'est pas en mettant des pauvretés ensemble voisines qu'on forcément trouvera des solutions. Mais enfin, c'est pas une question qui est fortement à l'étude. Voilà, sur cette diapo là la comparaison des deux cartes. Voilà donc pour la réforme de la carte des diocèses de France. Maintenant, je vais faire un effet de zoom, donc on va davantage regarder. Je crois que c'était un petit peu surtout ce que vous aviez en tête quand vous m'avez demandé. C'est les réaménagements diocésains, puisque vous avez dû entendre parler un peu partout en France de la réforme qui s'est passée dans de nombreux diocèses, la réforme des paroisses, où il y a eu une diminution très très importante du nombre des paroisses. À vrai dire, cette réforme, le premier diocèse qui a mené cette réforme, c'est le diocèse de Belley-Ars en 72, et puis après les diocèses de Limoges et du Mans en 88. Mais le gros, ça a été vraiment dans les années 95 à 2005. Ce qui est important à retenir, c'est là qu'on est très très différent de ce qu'on a entendu ce matin sur la justice ou les hôpitaux. Ce n'est pas une décision nationale. Cela n'a été décidé ni à Rome ni à Lourdes où les évêques se réunissent. C'est les diocèses, lorsque cela a été mûr. Alors il y a eu un effet sans doute de contagion, mais c'est chaque diocèse qui a conduit ces réformes et certains ne l'ont pas fait. D'ailleurs, il y a eu un vocabulaire souvent très différent. On a parlé de réaménagement, de redéploiement, de restructuration, de redécoupage, de réforme, suivant les diocèses. Bon, l'exemple des uns aidant parfois les autres. Donc là, j'ai mis un petit peu les points que je vais essayer de voir avec vous. Alors tout d'abord, donc la réalité de ces réaménagements. Quelques chiffres qui sont éloquents. 1975, il n'y avait pas beaucoup de changements avant, je pense. En France, 38 253 paroisses. J'ai mis en dessous le chiffre que j'ai trouvé du nombre des communes, 36 385, donc un nombre à peu près équivalent, puisque dans certaines communes, les villes notamment, il y a plus de paroisses que de communes. On note quand même que dès 75, sur ces 38 000, mettons 40 000 paroisses, il n'y en a que la moitié qui ont un curé qui habite sur place, un curé résident. Le curé peut déjà avoir plusieurs paroisses. Donc vous voyez, jusqu'en 95, ça baissait, mais lentement. Et après 95, très forte baisse. Et puis ça s'est calmé, vous voyez, dans les dernières années. On est passé donc actuellement, aux statistiques 2007, 15 208 paroisses. Et on a toujours à peu près le même chiffre. Le nombre de paroisses et le nombre de curés qui habitent sur une paroisse, c'est toujours à peu près la moitié. Voilà au niveau des... Alors, les raisons de cette évolution. Alors, c'est là peut-être qu'on peut mettre le mot efficience avec un point d'interrogation. La plupart des diocèses, lorsqu'ils se sont lancés dans ces opérations, j'allais dire, ont habillé peut-être leur projet de réforme sous le langage d'un souci missionnaire, d'un souci apostolique, de mieux rejoindre les gens, de mieux coller à la réalité. Je crois qu'il faut être honnête, et on se croit que c'est vrai, mais je crois qu'il faut être honnête, c'est aussi les questions démographiques, et notamment du nombre des prêtres, qui a conduit beaucoup de diocèses à ces réformes. Cela dit, dans les réformes, le souci de mieux répondre aux conditions actuelles n'était pas absent. C'est ce qui a fait que dans nos nombreux diocèses, ces réformes, elles ont été travaillées
avec des personnes spécialistes de l'aménagement du territoire, avec les élus des communes pour voir les collaborations qui existaient, avec des géographes aussi. Dans mon diocèse, on a fait appel à des géographes. Il y a eu des réelles études de la situation humaine, géographique, des pôles d'attraction, des pôles de vie, l'importance aussi de la carte scolaire, voir comment les paroisses intégraient dans leur géographie la carte des collèges, prise en compte aussi des voies de circulation, etc. Un autre souci dans ce souci de mieux répondre aux conditions, c'était une certaine mutualisation des forces. Donc depuis le Concile, il y a eu quand même pas mal de prises de responsabilité par des laïcs. Et donc dans les paroisses, toutes les paroisses n'avaient pas les moyens d'assurer tous les services de la paroisse, préparation au baptême, au mariage, visite des malades, etc. Et donc il s'agissait de trouver une carte qui corresponde à la réponse à ces besoins. Mais bon, on ne peut pas cacher non plus que les raisons de cette évolution, c'est des évolutions à la fois sociologiques et démographiques. J'ai résumé là en mettant exode rural. Les paroisses avaient été fortement marquées par la géographie des communes et des communes rurales. On sait que le poids de la population rurale a diminué dans la société française. Donc il fallait prendre cela en compte, prendre en compte le fait des nouvelles zones périurbaines, etc. Et puis, évidemment, le fait de la diminution du nombre des prêtres a été aussi un élément déterminant. Là aussi, les chiffres sont plus qu'éloquents. Je n'ai pas retrouvé le chiffre de 66, mais vous voyez 37 000 prêtres, à peu près autant que de communes. Aujourd'hui, 15 000. Et 15 000, dont la moitié ont moins de 75 ans. Hein. Donc l'âge des prêtres, on parlait tout à l'heure des militaires qui pouvaient partir après 15 ans de métier, c'est 75 ans souvent comme l'âge qu'on indique comme un limite d'un prêtre en activité, mais sachant qu'il y en a qui continuent d'être en activité après. Et vous voyez que l'avenir n'est pas forcément meilleur pour nous, puisque les séminaristes, de 66 à 2007, ça a été exactement divisé par 6. Hein. 756, c'est 6 fois moins que 4536. Alors, quels ont été les principes mis en œuvre dans cette réforme? Préserver la visibilité et la proximité. Qu'est-ce qu'une paroisse pour l'Église catholique? Pour l'Église catholique, une paroisse, c'est la réalité ecclésiale qui va permettre de répondre à toutes les demandes des gens en tout domaine. On pourrait résumer tout pour tous. Une réalité qui permet de tout assurer pour toutes les personnes. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des personnes pour qui on ne peut pas assurer, comme les prisons, les malades des hôpitaux, d'où une autre réalité d'Église que sont les aumôneries, qui ont été reconnues aussi dans la législation, puisque c'est des lieux justement qui ne peuvent pas être rejoints par la paroisse. Mais pour tous les autres, c'est dans la tradition, c'est la paroisse qui répond à tous les besoins pour tous. D'où l'importance de la proximité, préserver la proximité, être proche des hommes, être accueillant à tous, et que tous puissent aussi, donc c'est le deuxième mot, la visibilité, tous puissent repérer dans le tissu humain, repérer la paroisse. Alors vous voyez que ça a été très, très fort dans la réforme des paroisses, parce que dans un espace rural, lorsqu'il y avait une paroisse, dans le schéma classique, dans la mentalité des gens, une paroisse, c'est un clocher, une commune, un curé. Lorsqu'on met 7, 8, 10, 20, l'évêque de Soissons me disait qu'il y a un de ses prêtres qui a juridiction sur 70 clochers. Lorsqu'on met donc en commun un certain nombre de clochers, d'anciennes paroisses, où est-ce que les personnes vont s'adresser? Quelle va être la visibilité du lieu ecclésial? Donc la question de la visibilité est très forte, et on peut dire pareil aussi dans les communes de grandes cités, dans les banlieues ou autres, dans un quartier où le presbytère, l'église n'est pas forcément repérable. Donc la question, c'est une question, et je ne suis pas sûr qu'on ait toujours tout à fait résolu ces questions, qui sont pas très faciles, et ce qui explique d'ailleurs que les diocèses n'ont pas tous fonctionné de la même manière pour cette réforme des paroisses. Donc tenir compte des autres, dans les principes, donc tenir compte des autres réalités humaines, bon je l'ai dit tout à l'heure, là, les collèges, les pôles
les pôles de vie, d'emploi. Important aussi, oui, peut-être que je l'ai pas dit, sur de repérer, et en même temps c'est difficile, repérer les collaborations intercommunales. Alors c'est difficile parce que moi j'ai été vicaire épiscopal dans mon diocèse avant, et cette carte des communautés de communes, c'est très évolutif. Des paroisses peuvent dire tiens bon, on va faire selon la communauté de communes, et 5 ans après, les communes se fâchent et travaillent avec d'autres. Donc, donc est-ce qu'il faut à chaque fois réformer la paroisse? C'est pas toujours facile. L'autre grand principe, bon, moi je l'évoquais, c'est assurer tous les services et puis favoriser la collaboration. Il y avait un évêque qui avait dit, lorsqu'il y aura, je crois qu'il avait pris le chiffre de 50 familles capables, 50 familles chrétiennes capables de prendre en charge tous les besoins, je créerai une paroisse. On peut pas avoir de chiffres au niveau national parce que même dans un diocèse c'est très variable. Mais bon, en prenant l'exemple de mon diocèse, les paroisses nouvelles regroupent autour entre les plus petites 6-7 000 habitants et les plus grandes autour de 20 000, donc entre 7-8 000 et 20 000 habitants. Alors c'est différent quand c'est en ville et quand c'est en rural. Alors évidemment, 7 000 habitants dans la zone où j'étais, c'est 3-4 communes, et dans d'autres coins, c'est 20 communes. Hein, ça dépend de la densité de la population. Après les principes mis en œuvre, les méthodes utilisées, je crois qu'on peut réellement dire qu'il y a eu une grande concertation. J'ai pas eu connaissance de diocèse où cette réforme des paroisses a été décidée non seulement par l'évêque tout seul, ça je pense pas qu'il y ait d'exemple, ni même par l'évêque avec un seul conseil, soit son conseil épiscopal, soit le conseil des prêtres. Dans la quasi-totalité des cas, ça a été soit sous forme de synode ou d'assemblée synodale. Donc un synode, c'est une grosse machine qui est mise en route dans un diocèse qui dure 2-3 ans, avec une consultation très large des personnes, leur demandant comment vous voyez l'Église dans l'avenir, des personnes qui sont pratiquantes, mais parfois aussi des personnes non pratiquantes qui sont invitées par des amis chrétiens à qui on leur demande leur avis, comment tu vois l'Église. Et même, c'est arrivé dans mon diocèse, devant le synode qui a eu lieu, des juifs avec qui les chrétiens étaient en relation, on dit nous aussi, on a envie de dire des choses sur l'Église de demain, donc aussi des non-chrétiens qui peuvent être consultés dans les synodes. Donc les synodes ont permis une réelle concertation, et j'allais dire, souvent on dit que les synodes, qui sont des grosses machines à couches de souris, c'est vrai qu'au niveau des résultats, on pourrait dire on aurait mis 10 personnes compétentes 8 jours dans un séminaire aux Arcs, ils auraient trouvé sans doute la solution, mais il n'y aurait pas eu tout le travail intérieur de sensibilisation, de préparation, et je crois que c'est ça le fruit le plus grand des synodes, c'est peu à peu de faire épouser les mutations, les changements aux personnes. Et si bien que les diocèses dont j'ai pu avoir connaissance de ces réformes, il n'y a pas eu de refus, de résistance trop marquante. Les décisions, alors elles peuvent être différentes. Je vous dis tout de suite un chiffre sur 70 diocèses qui avaient terminé en 2004. Là, il y a une étude qui avait été faite à ce moment-là. Sur 70 diocèses qui avaient fini ce réaménagement, 51 diocèses seulement avaient pris l'option de supprimer des paroisses. C'est-à-dire qu'il y a des diocèses qui ont supprimé des paroisses. Bon, ça a été le cas de mon diocèse. Il y avait 380, 400 paroisses. On a supprimé des paroisses et on en a créé des nouvelles par fusion de plusieurs, ou surtout par fusion de plusieurs. Et donc on est passé à 85. Donc de 400 à 85, ça a été dans beaucoup de diocèses, ça a été à peu près de cet ordre de grandeur. Un département autour de 300-400 communes, et on passe à 80-60 paroisses. Mais il y a des diocèses, à cause du côté symbolique de la paroisse, qui n'ont pas voulu aller vers ces mesures un peu draconiennes, ont gardé le statut canonique. Donc le statut canonique, c'est le statut du droit de l'Église, le droit canonique. Ont gardé le statut de chaque paroisse, mais ont créé des communautés de paroisses. Je crois que le diocèse de Quimper, c'était cela. Et le diocèse peut-être qui est le plus connu là-dessus, c'est le diocèse de Poitiers, puisque l'archevêque de Poitiers a écrit un livre là, sur la réforme, et où il a voulu beaucoup donner de poids aux communautés locales. Donc ils n'ont pas supprimé les paroisses, ils ont reconnu les communautés locales, les structurant, donnant des responsabilités, mais par contre créant une structure de communauté de paroisses, de communauté locales, pour une meilleure collaboration.
Donc vous voyez, là, il n'y a pas eu là aussi, on mesure que c'est vraiment pas une décision prise d'en haut. C'est chaque diocèse qui a conduit sa réforme à sa manière. Alors, j'ai mis en dessous, oui, restructuration d'abord par le haut ou par le bas, parce que effectivement, il y a des diocèses qui ont d'abord essayé, en analysant la situation puis l'histoire récente, de découper, de faire le découpage et de bien asseoir les nouvelles paroisses, les structurant, désignant un peu le cahier des charges d'une équipe d'animation de la paroisse, désignant des responsables. Et puis après, une fois que ça a été mis en place, se sont dit, bon, maintenant, il s'agit de voir comment ces nouvelles paroisses, qui sont déjà des grands ensembles, peuvent collaborer avec d'autres. Et il y a d'autres diocèses qui ont fait l'inverse. Ils ont dit, on va d'abord définir des grands ensembles, des pôles, et peu à peu, au fur et à mesure des collaborations, on verra comment on peut subdiviser ça en paroisses. Donc les méthodes ont été assez différentes. Alors, dans l'évaluation... alors, attendez voir, j'ai un... Ah oui, c'est ça. Quelle évaluation on peut faire de cela? Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire un meilleur partage des responsabilités. Je vois dans mon diocèse, que je connais mieux, puis quelques diocèses voisins, la grande nouveauté, ça n'a pas été tellement le découpage géographique et la définition canonique des paroisses, parce que déjà les anciennes paroisses travaillaient ensemble, mais ça a été la mise en place dans la plupart des diocèses de ce qu'on a appelé les équipes d'animation paroissiale, les EAP, où c'est vraiment une équipe de chrétiens, de laïcs, à qui la paroisse est confiée avec un prêtre. Et donc le prêtre n'est plus tout seul à gérer la paroisse, c'est une équipe avec lui qui gère la paroisse. Et alors c'était assez symptomatique, moi je l'ai vu concrètement, les personnes au début ont accepté cette responsabilité en disant on accepte pour aider monsieur le curé. Et peu à peu, ils ont vu toute la charge que c'était, et au bout d'un an ou deux, ils mesuraient toute la charge, d'où ils nous demandaient une formation, puisqu'ils étaient confrontés à des tas de questions d'accompagnement, de discernement dans l'accompagnement des personnes, dans la célébration des sacrements, d'où la nécessité de formation et auquel les diocèses ont dû s'affronter, avec une question que je peux peut-être noter ici aussi, c'est une question qui se pose à l'Église, mais peut-être que ça se pose aussi peut-être plus à l'hôpital qu'à l'armée ou dans la justice, mais c'est la question de l'articulation entre le bénévolat et le salariat. Toute la place aussi du bénévolat. On se rend compte dans l'Église qu'on ne peut pas fonctionner uniquement avec des bénévoles, d'où la mise en place de personnes salariées, mais les moyens financiers font qu'on ne peut pas non plus fonctionner qu'avec des salariés. Donc il y a des questions d'articulation dans cette prise en charge. Alors, le deuxième point, je crois qu'il y a un réel risque d'une géographie paroissiale faite en fonction des prêtres disponibles, et des diocèses s'en rendent compte actuellement, puisque certains diocèses disent est-ce qu'on a été assez loin? Moi, je regrette un petit peu cette réflexion, parce que je crois qu'il ne faut pas fonctionner en fonction des prêtres disponibles, il faut fonctionner en fonction de la possibilité d'une paroisse d'assurer les services qui sont nécessaires à la vie chrétienne. Et après, bon, c'est à l'évêque, aux évêques, d'assurer la présence des prêtres d'une toute autre manière qu'avant, parce que ça ne peut pas être comme avant, le prêtre ne peut pas tout faire, mais d'assurer la présence du prêtre, puisque dans l'Église catholique, le ministère du prêtre est important, d'assurer la présence des prêtres à ces paroisses, et peut-être aussi de prendre les moyens d'appeler au ministère de prêtre pour avoir les personnes différentes. Mais si on fait la géographie des paroisses en fonction des prêtres, bientôt on n'aura plus que 10 paroisses dans un diocèse, et on aura complètement chanté la visibilité, la proximité avec les gens. Comme évaluation, oui, le regroupement est vécu évidemment différemment suivant le tissu communal, la périphérie des villes, l'importance du chef-lieu de canton. Alors ça a été une question au quotidien pas toujours facile à gérer par les équipes d'animation, par les prêtres. Alors ça dépend aussi de la configuration du canton, des communes. Lorsqu'il y a un gros bourg dans un canton par rapport avec des petites communes, la tentation est de centraliser, et donc le risque de désertifier les petites communes. Donc il y a une seule messe au centre, et puis les autres petites communes ont une messe pour les mariages, les sépultures. Quand c'est des communes équivalentes, c'est pas du tout facile de savoir comment faire fonctionner. Moi, je pense à des paroisses qui ont trois communes de 3 000 habitants.
Et les jalousies, ça existe. Donc là, c'est pas facile à gérer. Une autre difficulté à gérer, c'est dans les périphéries des villes. Moi, je vois plusieurs exemples où a-t-elle fait le choix de mettre dans une seule paroisse comme une couronne autour de la ville, des 3 communes périphériques, parce qu'il y a une réalité humaine voisine, des communes de lotissement résidentiel. On s'est dit, bon, ça va fonctionner ensemble. Mais en fait, au niveau les gens ne fonctionnent pas forcément d'une commune à l'autre sur une périphérie, mais par rapport au centre-ville. Ils sont plus attirés humainement vers le centre-ville que d'aller voir la commune d'à côté. Moi, là, j'étais à Cholet avant. S'il n'y avait pas de messe le dimanche dans leur commune, ils n'allaient pas dans la commune d'à côté, ils allaient au centre de la ville. Hein. Et pour un certain nombre de services, c'est pareil. Donc c'était la question, est-ce qu'on fait les paroisses en part de camembert ou en croissant? Dans l'évaluation, je notais ça, le poids symbolique du clocher. Et enfin, autant les gens sont prêts à faire 15 km pour aller au supermarché, autant ils sont pas prêts à le faire pour aller à une messe, pour aller demander un baptême. Et ça, bon, malgré l'évolution qui s'est faite, je le disais, assez facilement, il y a quand même des résistances. Et ce qui me fait dire que, et je crois que le mot symbolique a été utilisé par les 2 autres intervenants, c'est sans doute à prendre fortement en compte. Le symbolique, c'est pas l'accessoire. Le symbolique, c'est ce qui fait l'identité des personnes. Et alors, j'ai été intéressé il y a 1 an ou 2 parce que j'ai été contacté par un jeune chercheur en sociologie de Rennes qui justement voulait faire une thèse sur, à partir de la réforme des paroisses, qu'est-ce que ça faisait bouger dans la manière des personnes de s'identifier comme chrétiens. Dire qu'on n'est plus de tel clocher, mais on est d'où. Et donc, le symbolique, il touche à l'identité, et quand on touche au symbolique, on touche à l'identité, on touche à beaucoup plus profond qu'on imagine. Alors, on le voit dans la question des églises. Les églises, bon, vous savez, c'est des gros débats, parce que la plupart des églises sont des églises avant 1905, donc qui appartiennent aux communes. Il y a des débats dans les communes sur l'entretien des églises qui, il faut bien le dire, des fois se sont vides, et comment à la fois garder leur identité et en même temps avoir aussi permettre des assemblées de chrétiens assez significatives. Donc le symbolique, il a joué aussi sur le nom des paroisses nouvelles. Alors ça, c'était amusant parce que donc les paroisses se créent. Avant, on disait on était de la paroisse de Beaupro, de Cholet, de la commune. On disait pas le nom de la paroisse. On disait pas la paroisse Saint-Antoine, la paroisse. Avec la création de nouvelles paroisses et de plusieurs communes, il fallait surtout pas donner le nom de la commune où habiterait le curé, où habiterait le siège social, parce que les autres auraient eu l'impression d'être annexés. D'où la plupart des diocèses ont donné des noms aux nouvelles paroisses. Mais des noms, donc ils voulaient, bon, il y avait forcément le nom d'un saint, mais ils voulaient aussi identifier au niveau local. Mais alors ce n'est lisible que par les personnes qui habitent sur place. Et à la limite le vicaire épiscopal, mais dans mon diocèse, je suis incapable de savoir certains noms de paroisses où c'est, parce que ça peut être connu que par la personne qui est là. Sainte Bernadette d'Auban-Ségeux, je défie à quelqu'un de savoir où c'est, même dans le département du Maine-et-Loire. Alors pour rire, il y en a même qui avaient proposé comme ça un nom de paroisse, Notre-Dame de la Sainte Vierge. Donc le nom des paroisses, et ça a été aussi une manière donc de s'approprier, parce que les gens du coin ils tiennent à ce nom-là, mais qui est pas lisible à l'extérieur, et qui est pas lisible à mon avis non plus par les personnes qui ne fréquentent pas l'Église. Quelqu'un qui met jamais les pieds à l'Église mais qui vient demander le baptême d'un enfant, on lui dit vous êtes de quelle paroisse? Il peut pas dire je suis de Sainte Bernadette d'Auban-Ségeux, je suis de Chemillé, je suis de Beaupro. Mais... Bon, des résistances quand même chez certains. Bon, plutôt à mon avis chez les vieux pratiquants, hein, de résistance à changer leurs habitudes. Il y a eu quelques résistances, mais je crois pas qu'elles ont été énormes chez des prêtres. Et en même temps, je crois on peut dire qu'on peut admirer les bouleversements que ça produit chez certains prêtres qui étaient curés de paroisse. Et puis du jour au lendemain, après réflexion, la paroisse est supprimée, le prêtre n'est plus curé. Hein, c'est un de ses collègues plus jeunes qui devient curé, et lui devient vicaire, auxiliaire, autre, et il est obligé de se référer au plus jeune prêtre, alors que les gens du coin ils continuent toujours à l'appeler Monsieur le curé. Là, il y a des résistances, mais je trouve qu'elles se sont plutôt bien vécues et plutôt de manière assez admirable chez certains prêtres.
Donc il y a eu aussi une redéfinition des rôles, des prêtres et des laïcs, et à mon avis qui n'est pas tout à fait fini, parce que je crois que dans la gestion des paroisses, les prêtres font encore trop de choses. Il y a beaucoup de choses qui relèvent pas directement d'eux et que ça pourrait être mieux réparti. Et donc faut pas. Moi personnellement, je suis pas découragé devant la diminution du nombre de prêtres, parce que je crois que ça nous appelle à mieux répartir les responsabilités. Et puis dernier point, et donc je terminerai par là. Il y a eu quand même un recentrement sur le territorial qui n'a pas trop tenu compte d'autres réalités d'Église qui sont pourtant importantes pour s'identifier comme chrétien aujourd'hui. Je pense aux abbayes, aux lieux de pèlerinage qu'il y a un peu dans tous les diocèses, qui sont des lieux où les gens passent et où ils s'identifient comme chrétiens. Des gens peuvent aller... chez moi, il y a un lieu de pèlerinage sur les bords de la Loire. Il y a des gens qui ne mettent sans doute jamais les pieds à l'église, mais ils vont des fois le dimanche là-bas. C'est un lieu de visibilité. Et je ne crois pas qu'on a assez croisé ce redécoupage de la carte paroissiale avec ces autres lieux. Et puis un autre lieu qui est important aussi dans la vie de l'Église, ce sont aussi, j'évoquais tout à l'heure, les aumôneries dans les hôpitaux, de lycées, de collèges. Et puis toute une vie associative des chrétiens qui est quand même importante. Il y a quand même, je faisais les comptes ces jours-ci pour une autre rencontre, 300 à 400 000 chrétiens qui sont dans les différents mouvements, communautés et autres. Ça veut dire que dans un diocèse, c'est 2 à 3 000 personnes qui chaque mois se retrouvent autour de l'évangile ou pour un partage sur leurs préoccupations. Et je crois qu'on n'a pas assez croisé ce redécoupage territorial avec cette haute manière de vivre en chrétien dans le monde. Et c'est sans doute un des défis des temps à venir pour les diocèses. Voilà, je vous ai fait atterrir dans une autre planète, excusez-moi. Alors, j'ai pas du tout entendu le mot femme là, donc j'ai pas à vous reprendre. J'ai à poser la question, est-ce qu'il est permis à une femme d'être catholique? Prêtre, je crois que non. Prêtre, non. Catholique, bien sûr. C'est évident que dans la vie des paroisses, c'est, je sais pas, mais c'est à 90%, c'est les femmes qui sont en responsabilité. Alors, pour compléter la décision, autant je vous disais tout à l'heure que l'instance allait le calme, mais là c'est Rome seul peut décider un jour de l'ordination des femmes. Une question, peut-être une précision avant. Quel est le pouvoir que vous avez pour pouvoir faire des transferts de prêtres d'un diocèse à un autre, c'est-à-dire le pouvoir hiérarchique comme Alors, c'est une question qui est posée de temps en temps, quel partage, quelle mutualisation. C'est uniquement alors les évêques qui peuvent le proposer. Un prêtre peut le demander. Il y a un certain nombre de prêtres qui peut dire à son évêque, écoutez, on est assez nombreux, il y a des besoins dans le diocèse, en France ou ailleurs, je me propose, et donc il est entre guillemets prêté, soit pour quelques années, soit carrément pour la suite. Et puis il y a des mesures plus institutionnelles, comme dans la région parisienne, où le cardinal Luciger avait créé la fraternité pour la ville, où c'est des prêtres qui le choisissaient de tous les diocèses d'Île-de-France, qui acceptaient d'aller servir dans un autre diocèse d'Île-de-France et d'aller ensemble. Et puis une autre idée qui a circulé il n'y a pas longtemps entre évêques et qui, je trouve, serait intéressante, c'est que beaucoup de diocèses n'ont qu'une ordination de prêtre par an, et voire une tous les 2 ou 3 ans. C'est bien que les jeunes prêtres se retrouvent, comme ils me disent des fois, un jeune prêtre m'avait dit, moi je suis dans un presbytère où il fait bon vivre, mais c'est comme dans une maison de retraite où il fait bon vivre parce qu'il est avec des prêtres qui ont l'âge d'être son père ou son grand-père. Et donc l'idée de ces évêques, c'était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en commun nos jeunes prêtres pendant une dizaine d'années, et puis on en met 3 ensemble dans un lieu un peu où il y a du boulot à faire, et puis l'année d'après, on en met dans un autre diocèse. Je crois que c'est une idée qui va faire son chemin et dont les évêques vont peut-être d'ailleurs parler. La gestion prévisionnelle, les emplois et les compétences se fait au niveau du diocèse ? C'est au niveau du diocèse, oui. Et je crois que là-dessus, à mon avis, les diocèses sont un petit peu en retard au niveau de la formation. Enfin, moi, dans mon diocèse, j'ai beaucoup milité pour qu'on essaye de penser à l'avance à former des gens avec le niveau au moins d'une licence de théologie, des laïcs à qui on pourra confier des missions dans quelques années, parce qu'une licence de théologie, c'est tout de suite 6-7 ans, ça ne forme pas simplement par des soirées, des week-ends,
Et je crois que les diocèses, même s'ils ont investi un peu dans la formation, mais à mon avis, pas assez. Oui, Pierre Thépaut, donc Arras. On parlait avec Jean-Michel Budet, on disait finalement, nous, nos prêtres, c'est les médecins. Si on raisonne en termes de pénurie, parce que des directeurs, on est assez nombreux finalement. C'est plutôt voilà. Dans nos hôpitaux, on a justement pour gérer cette pénurie. Alors, on parlait ce matin, je disais que la pénurie rendait inventif. Donc, on est amené de temps en temps à modifier les compétences, enfin, on va dire les champs de compétences. Par exemple, je lisais hier qu'il y a des infirmiers en Grande-Bretagne qui réalisent des actes d'endoscopie, par exemple. Donc, on voit les infirmiers anesthésistes peuvent réaliser certains actes, etc. Christine a évoqué la question des femmes en matière d'actes sacerdotaux, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui à Rome, ou en tout cas en France, pour, au fond, externaliser ou déléguer certaines fonctions sacerdotales? Le signe de cela, c'est que jusqu'à la réforme de 2005, il y avait la commission des ministères ordonnés. Ministère ordonné, c'est évêques, prêtres et diacres. Et là, dans la nouvelle réforme, cette même commission s'appelle Commission des ministres ordonnés et des laïcs en mission ecclésiale. Et donc, c'est une reconnaissance que dans le personnel de l'Église, il y a les prêtres, les diacres, mais il y a aussi les laïcs. Et ça, c'est une réflexion qu'il y a souvent au sein des diocèses ou même au sein de la conférence des évêques sur la reconnaissance de ces ministères des laïcs, reconnaissance en termes de formation et en termes d'une certaine manière d'une certaine carrière. Parce que si quelqu'un investit dans une licence de théologie, une personne, je dis elle parce que c'est souvent des femmes, elle a travaillé pendant 6 ans, 8 ans dans une aumônerie de lycée, travailler avec des jeunes, c'est épuisant. Il faut qu'on puisse lui proposer autre chose après. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre qui, soit dans des services diocésains ou dans les aumôneries d'hôpitaux, un certain nombre développent un peu une certaine polyvalence comme ça, en passant d'un service à l'autre.